Ces roches sont souvent beaucoup plus vieilles. Elle, à vrai dire, n'a que 150 millions d'années. Avant, ce n'était qu'un morceau d'un continent géant, le Gondwana. Quand le Gondwana s'est disloqué, l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique, et alors l'Afrique a vraiment commencé à exister. Depuis, elle se raconte en désert, en lac, en matière, en paysage. Au nord-ouest de l'Afrique, au Sénégal, à quelques centaines de mètres du rivage, un cordon de dunes isole de l'océan Atlantique une petite étendue d'eau, le lac Redba. Le lac Redba s'efface doucement. Son nom quitte les usages. On l'appelle désormais plus souvent le lac Rose. Depuis quelques années, le lac prend en plein cœur de la journée d'étonnantes couleurs. Plus le soleil est haut, plus la couleur du lac est intense. En fait, l'eau n'est pas colorée. C'est la réflexion du soleil dans des micro-organismes qui créent l'illusion. Les algues et les bactéries qui provoquent le phénomène se développent dans des eaux extrêmement salées. Le lac Redba est une vieille poche d'eau de mer aujourd'hui coupée de l'océan. Seules les pluies l'alimentent en eau douce et elles ne suffisent pas à diluer de façon significative le sel en suspension. L'eau en est saturée à raison de plus de 320 grammes par litre. C'est 10 fois plus que l'eau de mer. Les hommes ont mis à profit cette curiosité. Le lac Redba fait office de marais salant entièrement naturel. Le lac est exploité de façon artisanale. Les outils sont simples et la technique rudimentaire. Les femmes rassemblent le sel que les hommes vont chercher en grattant le fond du lac. Avant de s'immerger, ils s'enduisent le corps de beurre de karité, car l'eau est très corrosive. Au fil de la journée, les tasses amoncellent, mais chacun reconnaît facilement sa récolte. Un jour, les monts de sel disparaîtront des rives du lac Rose. Il n'y a au milieu du lac qu'1,50 m d'eau et sous l'eau, la même épaisseur de sel. Personne ne peut dire quand le filon sera tari. Le sel a ses mystères. C'est une denrée ordinaire mais précieuse, blanche mais rouge, qui prend, là où on ne l'attend pas, des aspects insolites pour éclairer l'histoire de l'Afrique. Dans la langue Maa des Maasai, sel se dit Magadi. C'est comme cela qu'ils ont appelé cette étrange cuvette du sud du Kenya. Le lac Magadi, qui fait 20 km de long sur quelques kilomètres de large, n'est pas un lac ordinaire. C'est une sorte de récipient magique qui transforme l'eau à un rythme infernal et ne la laisse jamais longtemps à l'état liquide. La région est l'une des plus chaudes du Kenya.
Le lac serait asséché depuis longtemps s'il n'était alimenté que par les pluies. Mais une eau très particulière vient compenser celle qui s'évapore. Elle vient du fond du lac, d'où jaillissent des sources chaudes saturées de sels minéraux. Les motifs qui apparaissent en surface sont la reproduction des crevasses et des fissures par lesquelles l'eau s'échappe du fond rocheux. Les dépôts s'accumulent à une vitesse incroyable. Cette croûte blanche renferme un véritable trésor. Du sel, de la soude, de la potasse, dans des quantités qui semblent illimitées. Ce gisement, estimé à 200 millions de tonnes, est l'un des plus importants du monde. On l'exploite de façon industrielle et intense depuis le début du siècle, et il ne paraît pas diminuer. Au contraire, les dépôts s'accumulent plus rapidement qu'on ne les extrait. En 1962, les eaux du lac n'étaient ni bleues ni rouges, mais colorées d'une pâleur sinistre. Il flottait à la surface les cadavres de dizaines de milliers d'oiseaux. Il avait plus des trompes d'eau dans la région, et les Flamands n'avaient pas pu faire leur nid comme d'habitude, en Tanzanie, au lac Natron. En nichant ici, juste à côté, à Magadi, ils ont condamné leurs petits. À peine sortis de l'œuf, les oisillons ont été surpris par ces eaux gluantes et sont restés prisonniers des dépôts poisseux du sodium. Les Flamands reviennent toujours à Magadi, mais n'y nichent plus. Les lacs salins les attirent irrésistiblement, parce qu'ils y trouvent une algue qui fait leur régal. Cette partie de l'Afrique est leur région préférée. Sur 400 km du nord au sud, il y a plusieurs lacs salins, de quoi nourrir des centaines de milliers de Flamands. Cette colonie est la plus importante du monde. Elle se partage entre les lacs Nakuru et Bogoria. Elle va de l'un à l'autre de façon imprévisible. Ce qui reste un mystère pour les humains est logique pour les oiseaux. Leur choix est le fruit d'une équation complexe aux facteurs multiples. Saison, évaporation, volume des pluies. Une seule chose importe en fait, le niveau du lac et son degré de salinité. Si c'est ni trop ni trop peu, les algues et les micro-organismes prospèrent. C'est à Bogoria, cette fois, que les Flamands ont trouvé profusion de nourriture. La colonie est estimée à 500 000 individus. Le lac Bogoria est, comme le lac Magadi, salé et peu profond. Comme lui, il est parcouru de sources chaudes. Mais elles jaillissent ici à l'air libre, sur la rive occidentale du lac. Ce site a été découvert en 1885 par James Hannington, un évêque missionnaire qui partait prendre son poste en Ouganda. On peut imaginer sa surprise et la désillusion de son expédition. Ils étaient assoiffés et imaginaient trouver de l'eau fraîche sur les bords du lac.
Quelques geysers crachent l'eau chaude à une hauteur modeste. Ils ont l'aspect bon enfant, mais restent redoutables. Autour des geysers, le sol est extrêmement fragile. Il cède régulièrement sous les pas de curieux imprudents qui périssent ébouillantés. Par ces jaillissements d'eau brûlante, la Terre nous rappelle où nous sommes, en plein cœur d'une de ces déchirures, le Grand Rift. Le lac Bogoria s'est formé quand les eaux de ruissellement ont été emprisonnées par ces falaises. Elles se sont soudainement dressées ici, il y a 40 millions d'années, quand la surface de la Terre s'est rompue. Le continent africain s'est ouvert alors sur 6000 km du nord au sud, des rivages de la mer Rouge au Mozambique, créant un gigantesque fossé d'effondrement, une succession de failles parallèles et d'escarpements. La Rift Valley est la partie la plus spectaculaire, la plus directement lisible de ce phénomène géologique unique dans son ampleur. Le phénomène de déchirure s'est accompagné ici de toute une période d'activité volcanique hors du commun. En 30 millions d'années, en Éthiopie et au Kenya, plusieurs centaines de milliers de kilomètres cubes de lave et de cendres se sont déversés sur la vallée. Une quantité qui suffirait à couvrir l'Angleterre sous un manteau de 3 km d'épaisseur. Dans cette région, le paysage est tout entier dessiné par l'activité volcanique. Parfois, l'érosion a travaillé la matière. Certains reliefs ne cachent pas leur origine. Le mont Longonot, qui culmine à plus de 2800 mètres, est un modèle de volcan. Longonot vient d'un mot Maasai qui veut dire « montagne aux nombreuses saillies et escarpements ». Le mont Longonot est un volcan en sommeil. Cette partie de l'Afrique est parsemée d'une multitude de cônes volcaniques plus ou moins gros, plus ou moins endormis ou éteints. Il y en a 250 comme ceux-là sur les flancs d'un volcan énorme et, somme toute, plutôt discret. Sa notoriété est ailleurs, c'est le toit du continent. Le sommet le plus haut d'Afrique, le Kilimandjaro. La montagne enneigée est en fait un vieux volcan somptueux de près de 6000 mètres de haut. Plus on approche du sommet, plus la végétation se fait rare, plus le Kilimandjaro révèle sa nature volcanique. Ses flancs ne sont bientôt plus que des éboulis et des déserts de lave. Le Kilimandjaro a commencé à surgir il y a 750 000 ans. Il s'est formé en plusieurs dizaines de milliers d'années. La matière volcanique sortait de 3 cratères principaux, Chira, Kibo et Mawenzi.
Le Mawenzi ne fait pas penser à un volcan. Et pourtant, ses aiguilles alpines sont les restants érodés de son cratère. Kibo a été le dernier à s'éteindre il y a 450 000 ans. Son cratère avait accumulé les laves sur près de 6 km de hauteur. En Tanzanie, à 300 km de là à vol d'oiseau, le Kilimandjaro a eu longtemps avant un frère jumeau. Un énorme volcan comme lui, mais dont le cône a été entièrement soufflé quand il a explosé il y a 2,5 millions d'années. Il ne reste plus que les parois tronquées des versants et le fond comblé de la vieille chaudière éteinte. On l'appelle depuis le Grand Trou, Ngorongoro dans la langue Maasai. L'explorateur allemand Oskar Baumann a découvert le site en 1892. Depuis la lèvre du cratère, il en fait une description enthousiaste. Les parois font 600 mètres de haut. Il y a 20 km d'une extrémité à l'autre. Baumann a découvert l'une des plus grandes calderas du monde. Mais il ne prendra la mesure de cette formidable merveille naturelle que lorsqu'il descendra au fond du cratère. C'est une sorte d'arche de Noé intacte, rescapée d'une époque que l'on croyait révolue. Les animaux sont incroyablement confiants et nombreux. Presque toutes les espèces sont représentées. Au début du XXe siècle, le cratère deviendra un lieu de prédilection pour chasseurs fortunés. L'un d'eux se vantera d'avoir abattu 12 rhinocéros en 3 jours. Le site a finalement été protégé avant qu'il ne soit trop tard. La densité animale reste exceptionnelle dans ce formidable amphithéâtre naturel où l'on pourrait mettre 3 fois la ville de Paris. Il y a 350 espèces d'oiseaux, plusieurs milliers d'herbivores et quelques centaines de prédateurs. On dénombre plus de 100 mammifères de grande taille au kilomètre carré. Depuis quelques centaines d'années, tous ces animaux partagent les points d'eau avec les troupeaux des Maasai. Ils n'ont rien à craindre de ces pasteurs nomades qui ne chassent qu'en cas de nécessité absolue. Quand le cratère a fait l'objet de mesures sévères de protection, les Maasai ont préservé le droit de venir y faire boire leurs troupeaux. C'est l'un des seuls endroits alentours où l'on trouve de l'eau en plein cœur de la saison sèche. Les parois du cratère forment une muraille naturelle qui exerce localement une influence sur le climat. Le sommet est le plus souvent baigné par une couronne de nuages qui s'interrompt mystérieusement à mi-pente. Cette masse nuageuse entretient toujours assez d'humidité pour hydrater une petite forêt tropicale qui borde le versant. Cette forêt joue un rôle fondamental dans l'équilibre de tout l'écosystème. Elle fonctionne un peu comme une grosse éponge qui se gorge d'eau à la saison des pluies et la restitue petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la saison sèche.
Au pied du versant sud du cratère, les terres du vieux volcan rendent l'eau en telle abondance qu'un petit plan d'eau s'est formé. Le cratère rassemble sur une surface réduite une étonnante variété d'environnements. Chaque animal trouve son compte dans ce condensé d'Afrique. C'est comme un théâtre, en un seul lieu, une succession de tableaux, de décors, où se jouent quotidiennement les drames et les comédies de la vie. En dépit de ces parois abruptes, la plupart des espèces trouvent le moyen de rentrer et de sortir du cratère. Les lions, qui n'en voient pas la raison, restent sédentaires. Ils s'exposent à la consanguinité et à leur pire ennemi, la mouche. Dans les années 60, elles s'en sont pris à eux par millions, les piquant en si grand nombre qu'elles les ont littéralement vidés de leur sang. 4 lions sur 5 ont succombé à ces tueurs minuscules. Seules les girafes sont exclues du cratère magique. Elles restent en bordure du grand trou, ne s'y aventurent jamais. Sans doute qu'elles auraient du mal à y descendre, mais la raison est ailleurs. Le cratère n'offre guère d'acacias et c'est l'essentiel de leur régime alimentaire. Pour les girafes, il y a à quelques kilomètres de là 1000 endroits meilleurs. Les bords du lac Manyara ou la plaine du Serengeti que le Ngorongoro, en explosant, a fertilisé autrefois de ses cendres. Tout est tranquille aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique, et pourtant, le continent se déchire encore. C'est plus au nord, dans la grande dépression Afar, que le phénomène est le plus spectaculaire. La dépression Afar est une sorte de grande cuvette située au nord-est de l'Éthiopie, entre l'Érythrée et la Somalie. On est précisément ici au point de rencontre de 3 fractures, de 3 rifts. Le grand rift africain, la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ils sont disposés à 120 degrés les uns par rapport aux autres et continuent à s'ouvrir, lentement. Sous les eaux de la mer Rouge et du golfe d'Aden, la faille s'écarte de 2 cm par an. Dans cette partie du monde, la croûte terrestre subit quotidiennement des contraintes extraordinaires. Il y a au cœur de la dépression un endroit où tout paraît encore plus perturbé, plus fragile qu'ailleurs. C'est le rift d'Assal, sur le territoire de Djibouti. Ici, la Terre tremble tous les jours. Dans cette région, la croûte terrestre est terriblement amincie et fragilisée.
Déjà en surface, elle ne résiste pas au grand remue-ménage qui se prépare en profondeur. Ces fissures sont l'expression superficielle d'une activité souterraine inquiétante. Elles annoncent les bouleversements considérables qui affecteront un jour le rift Nassau. Le rift occupe une bande de 100 km² entre le lac Assal et le golfe de Tujura. La région est habituée aux événements spectaculaires. Un jour, 2 véritables bombes sont sorties de la mer. Les îles du Diable. La lave, en surgissant de fractures sous-marines, s'est littéralement vitrifiée au contact de l'eau. Ce paysage de fin du monde est un livre de vulcanologie à ciel ouvert. Sur fond de magma refroidi et de coulées sombres, se détachent les eaux lumineuses du lac Assal. Un lac littéralement extraordinaire. Le lac Assal couvrait, il y a à peine 6000 ans, une superficie de 1100 km², 20 fois celle qu'il occupe aujourd'hui. Sur l'escarpement qui surplombe le lac, on distingue des traces qui témoignent de la baisse du niveau des eaux. Le phénomène a été extrêmement rapide, 500 ans à peine. Le lac est devenu une véritable curiosité naturelle. Il est passé en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, c'est le point le plus bas du continent africain. Il a une altitude moyenne négative de 150 mètres. Il y a 5500 ans, le lac a déposé sur son pourtour une large ceinture de gypse, une matière sédimentaire qu'on utilise en particulier dans la fabrication du plâtre. Le gypse est une roche assez tendre, dont les cristaux habituellement brillants sont ici ternis par l'âge et la poussière. Des cristaux de même nature sont actuellement en train de se former en bordure du lac, sous une faible hauteur d'eau. C'est la sursaturation de l'eau en sel de calcium qui provoque ces formations et ces dépôts. L'accumulation du gypse aboutit à la création de petites banquettes qui se couvrent à leur tour de dépôts blancs. Le lac Assal est l'un des endroits les plus chauds du globe. La température extrêmement élevée favorise l'évaporation des eaux du lac, qui sont saturées aussi en sel de sodium. Le sel se dépose à l'état solide sous forme de cristaux de halite. Le halite, c'est en fait le sel de mer. Il se présente habituellement sous forme de petits cubes blancs, mais à Djibouti, certains ont une forme parfaitement sphérique. Il s'accumule en quantité incroyable au nord-ouest du lac, au point de constituer une véritable banquise.
Par endroits, la couche de sel atteint 60 mètres d'épaisseur. La formidable saturation en sel du lac Assal annonce un événement exceptionnel pour le continent africain. Ce sel vient tout droit de la mer. Elle alimente directement le lac Assal par une multitude de petites voies d'eau. Elles se sont ouvertes dans la croûte terrestre. Dans 2 millions d'années, la mer aura le dernier mot. Elle s'engouffrera ici et recouvrira ces laves qui séparent encore le golfe d'Aden du lac Assal. Beaucoup plus tard, l'évolution de la fracture aboutira au détachement et à l'isolement d'un nouveau continent, le continent est-africain. Un événement annoncé dans 20 millions d'années. 2 millions, 20 millions d'années, c'est au-delà de la mesure humaine. Mais on trouve sur le continent des points de repère à cette chronologie infernale. Ceux-là sont à la pointe sud de l'Afrique. Ces roches nous apparaissent quasiment telles qu'elles étaient il y a 450 millions d'années. Elles se trouvent en Afrique du Sud, sur la péninsule du Cap. Les travaux effectués dans la roche, à Chapman's Peak, pour faire passer la route, ont mis à jour cette coupe géologique.